résultats calculés, ses résultats scolaires sont devenus faibles et après une certaine évolution, on va avoir des troubles du comportement, une agressivité, des crises de colère. Donc ces plaintes ne sont pas un diagnostic, ce sont des motifs de consultation. Et là, en tant que clinicien, on va essayer de classer cette plainte. Est-ce qu'il s'agit d'une difficulté? Est-ce qu'il s'agit d'un trouble? Il y a un continuum entre donc les différentes manifestations. On a tendance à associer les difficultés aux facteurs psychologiques, à des carences éducatives ou pédagogiques, et à associer le trouble à des pathologies ou des troubles neurobiologiques qui sont bien avérés. Mais donc la pratique, elle n'est pas aussi facile que ça. Il y a aussi l'intervention de l'environnement social, familial, scolaire, et il y a aussi les facteurs psychodynamiques propres à l'enfant, tels que sa motivation, son estime de soi, ou c'est la présence aussi de troubles émotionnels. De toute façon, on doit répondre à une question. Est-ce qu'on est devant un vrai trouble du neurodéveloppement? Répondre à cette question, c'est le fait en fait de confirmer que ce n'est pas une simple variante de la normale. Comment on va le faire? On va examiner la fonction cognitive qui pose un problème et à travers le cas clinique de Emna, qui est âgée de 8 ans et demi, scolarisée en 3e année de base, donc qui est venue en consultation pour régression des résultats dans toutes les matières. Au début, elle était bien en maths et en sciences naturelles, et puis on a une régression de toutes les matières depuis la fin de la 2e année de base, et qui présente des difficultés de la lecture avec des difficultés de compréhension du texte lu. Pour examiner cette plainte, on doit donner un texte à lire à cette petite. Sa lecture était lente, saccadée, elle faisait de multiples erreurs, elle faisait des confusions entre les graphèmes dont la forme est proche et aussi entre les graphèmes qui sont proches sur le plan phonétique. La forme proche, on a beaucoup de graphèmes en langue arabe dont la forme est proche, tels que batana, jaha. Pour les graphèmes dont la forme phonétique est proche, on a tata, ça, par exemple. Elle faisait des erreurs qui concernaient l'allongement, madinaton, taqraha madayanaton. La compréhension du texte était très globale, très parcellaire, et il y avait aussi les mêmes difficultés en écriture et en dictée. Pour dire est-ce que ces différents symptômes sont une difficulté ou un trouble à cet âge, il faut connaître les normes du développement du langage écrit chez l'enfant en Tunisie. Ça a été possible grâce à des mémoires en orthophonie. Donc on sait qu'en première année de base, au mois de février-mars, l'enfant doit lire au moins 20 parmi les 28 lettres de l'alphabet. On connaît les scores au-dessous desquels on doit considérer que c'est un enfant qui présente un score inférieur à moins de dérivation standard. Il peut lire les syllabes simples, il peut lire quelques syllabes complexes, les firmes soukoun. Il lit rapidement les mots qui sont fréquemment rencontrés dans son manuel scolaire, tels que Madinaton, Hadiqaton, Talabou. En 2e année de base, il peut lire les phrases, les textes courts et il peut les comprendre. En 3e année de base, ça c'est une enquête de l'éducation nationale. L'enfant tunisien, quelle que soit son origine, peut lire au moins 48 mots de façon correcte pendant 1 minute. Donc, si on compare ce que fait Emna à cet enfant, on est devant un vrai trouble du langage écrit. Devant ce trouble, quelle est l'étape suivante? Donc, pour connaître l'origine du trouble, on doit tracer la trajectoire développementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit essayer de connaître l'âge de début des symptômes. Si on a une apparition des symptômes dès le début du développement, on parle de trouble développemental. Si on a une régression des compétences de l'enfant après un développement initial normal, on va parler de trouble acquis. On va préciser l'évolution dans le temps de ces différents symptômes et on va essayer de recueillir les antécédents qui sont très importants pour cette fonction cognitive et les signes associés. Donc, pour notre enfant, sa mère, elle est de niveau universitaire, donc elle essaie comme elle peut de stimuler son enfant, mais le père a présenté un retard du langage oral et il a présenté aussi des difficultés
en lecture au jeune âge. Donc, c'est un antécédent familial de symptômes similaires qui est assez fréquent dans les troubles spécifiques des apprentissages. La grossesse, l'accouchement étaient normalement déroulés, il n'y avait pas d'accident, d'alloxoïskémie ou autre. Le développement moteur était aussi tout à fait normal, elle a marché à l'âge de 1 an, mais elle a présenté un trouble assez sévère du langage oral, puisqu'à l'âge de 3 ans, elle était inintelligible et ne faisait pas de phrases. On a vérifié l'audition à ce moment, elle était tout à fait normale, elle a commencé des séances d'orthophonie. Après, il y a eu des difficultés qui concernent le langage écrit. En début de première année, elle ne lisait que 3 lettres. Et à la fin du premier trimestre, elle n'arrivait pas à lire les mots fréquents comme on l'a vu tout à l'heure. Il n'y avait pas d'autres plaintes dans d'autres domaines cognitifs tels que le graphisme, l'attention, le comportement ou l'autonomie. Donc, cette trajectoire familiale avec des antécédents familiaux de cas similaires, l'antécédent de troubles du langage oral suivi par un trouble du langage écrit, sans plainte associée ni sur le plan moteur ni sur les autres fonctions cognitives, donc nous pousse à dire qu'il s'agit probablement d'une dyslexie dysorthographie, d'autant plus que l'examen ophtalmologique était tout à fait normal et que l'intelligence était aussi tout à fait normale. Mais on ne doit pas s'arrêter à ce stade-là. On doit utiliser des outils standardisés, adresser l'enfant aux spécialistes pour avoir un diagnostic fonctionnel. Donc le spécialiste du langage écrit, c'est l'orthophoniste bien sûr. Donc l'évaluation du langage écrit a mis en évidence une vitesse de lecture très lente, inférieure à moins de dB, des difficultés concernant la précision et la compréhension du texte lu. Et elle a mis en évidence un déficit phonologique. Donc le déficit phonologique très caractéristique de la dyslexie, c'est l'un des piliers de la prise en charge de ces enfants. Et de ce déficit va décoller les séances et les prises en charge. Si on se résume à travers ce cas clinique, donc pour parler de dyslexie, il faut avoir 4 critères. Il faut que les difficultés qu'on est en train d'observer soient assez sévères. Dans les tests standardisés, ça doit être inférieur à moins de dérivations standards. Certains acceptent les moins 1,5 dérivations standards, selon les auteurs. C'est-à-dire, sur le plan pratique, on va avoir un décalage entre l'âge de la lecture et l'âge chronologique au moins supérieur à 18 mois. Si on est devant un enfant de 3e année de base, son niveau de lecture, il doit être celui d'un enfant de première année de base pour avoir donc cette sévérité dans le retard des acquisitions. Le deuxième critère très important, c'est le critère développemental. Les différents symptômes doivent se manifester dès l'apprentissage de la lecture. Ce n'est pas un déficit acquis. Le caractère spécifique, l'intelligence doit être normale, même si on peut retenir un trouble du langage écrit chez les enfants avec déficience intellectuelle, mais là, les compétences doivent être inférieures à celles attendues pour le niveau intellectuel global. Il ne doit pas y avoir des carences socio-pédagogiques ou une pathologie neurologique ou psychiatrique ou sensorielle qui pourraient expliquer ces troubles. Et ces enfants, malgré une prise en charge, vont garder des séquelles, surtout en termes de vitesse de lecture et de dysorthographie qui vont persister après la prise en charge et qui nécessitent après des adaptations scolaires. Et ça va retentir sur leur scolarité. Nous avons vu le versant clinique. On va actuellement passer au versant biologique. Donc le modèle de référence pour expliquer tous les TND, c'était celui de Ita Frith, donc des années 90. C'est un modèle de référence qui reste toujours valable. On y ajoute les différentes constatations qu'on est en train d'avoir grâce aux études en neuroimagerie fonctionnelle ou en génétique. Mais il est très pertinent pour décrire donc les bases cliniques et biologiques des troubles du neurodéveloppement tels que la dyslexie. Ce qu'on a observé chez notre patiente, la lenteur de vitesse de traitement, les erreurs, la lenteur de vitesse de lecture, les erreurs, les troubles de la compréhension et de l'écriture, sont en fait le versant comportemental de ce modèle, ce sont les symptômes cliniques. Et en dessous, on a
des déficits cognitifs qui expliquent ce qu'on est en train d'observer sur le plan clinique. Pour comprendre un peu les déficits cognitifs correspondant à la dyslexie, je vous demande de lire ces quelques mots. Donc, ce sont des mots assez longs. Le premier mot, méticuleusement, vous avez pu lire ce mot. Le deuxième mot, qui ne veut rien dire, demande encore plus de temps pour que vous ayez le temps d'utiliser vos compétences phonologiques. Les compétences phonologiques, c'est votre capacité à lire les segments du mot, les syllabes, à les garder dans votre mémoire de travail phonologique, puis les assembler. Donc, c'est ce que fait l'enfant apprenti lecteur devant les nouveaux mots. Il va utiliser la conscience phonologique en segmentant les mots, il va les garder dans la mémoire de travail phonologique et ainsi il va utiliser la voie d'assemblage, la voie analytique qui demande beaucoup plus de temps et d'énergie. Si je vous montre le mot que vous n'avez pas pu lire à nouveau, vous allez le lire parce que vous avez répété son décodage. Il est déjà dans votre stock lexical orthographique et là vous allez le lire par la deuxième voie de lecture, c'est la voie d'adressage, la voie lexicale, donc qui permet au lecteur d'avoir une lecture plus rapide et d'accéder au sens du texte. Donc ici on a vu donc le déficit phonologique le plus connu, le plus étudié au cours de la dyslexie, le déficit phonologique. Mais pour lire, il est déjà bien établi dans notre bilan orthophonique. Mais pour lire, vous avez aussi besoin d'un traitement visuel. Donc le déficit de l'enfant visuo-attentionnel est de plus en plus étudié chez les enfants qui présentent une dyslexie. Ça veut dire quoi ? En fait, la lecture implique chez tout lecteur un automatisme qui consiste à un déplacement des yeux, une fixation, puis un déplacement à nouveau, puis une fixation, et ainsi de suite. Je vais vous demander de lire les mots qui sont à l'intérieur de l'ellipse. Donc, si vous regardez ce mot et que vous ne regardez pas en dehors, vous allez vous apercevoir qu'il y a des mots correctement écrits en dedans, et vous n'allez pas voir que les mots qui sont en dehors sont écrits de façon incorrecte. Ce que vous arrivez à lire, le nombre de syllabes que vous arrivez à lire au niveau dans l'ellipse, c'est l'enfant vision attentionnelle, c'est que l'enfant fixe au cours de la lecture, c'est ce que l'enfant va lire, et puis il va faire le balayage de gauche à droite en français, de droite à gauche en arabe, pour lire tout le mot. Et les études ont montré que, comparativement aux enfants qui ont un développement de la lecture typique, les enfants dyslexiques présentent des scores plus faibles de l'enfant visuo-attentionnel, surtout pour les langues moins transparentes. Actuellement, on incrimine vraiment ces deux déficits spécifiques. Le déficit phonologique reste vraiment le plus fréquent. Il est associé souvent à un déficit de l'enfant visuo-attentionnel et de très rares études ont décrit un déficit isolé de l'enfant visuo-attentionnel chez les enfants avec dyslexie. À côté de ces déficits, on a d'autres qui sont moins spécifiques, tels que le déficit de vitesse de traitement. Dans la lecture, ça peut concerner spécifiquement les procédures de décodage et de l'identification des mots écrits. Et là, il va être une simple facette du déficit phonologique, mais il peut aussi être plus général, moins spécifique, et il va être un facteur de risque de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité, ou de la dyscalculie. Et c'est là donc les arguments qui expliquent les comorbidités fréquentes qu'on observe entre les différents troubles du neurodéveloppement. Donc on peut avoir des déficits cognitifs spécifiques ou moins spécifiques. Ces déficits cognitifs sont régis par des manifestations neurobiologiques et par des étiologies essentiellement génétiques. Donc on a décrit grâce à l'IRM fonctionnel
et à l'imagerie de façon générale fonctionnelle, les réseaux neuronaux impliqués dans la lecture. On a décrit plusieurs circuits. Par exemple, au niveau de la région frontale, on a le circuit qui est responsable de l'accès de la prononciation, de l'articulation. On a au niveau occipital le réseau responsable de l'entrée visuelle. Mais la plus importante de ces réseaux, la région la plus importante, c'est la région de la forme visuelle des mots en rouge. En fait, cette région, elle se développe chez l'enfant à l'âge de 5 ans, quand il apprend à lire les lettres. C'est la région responsable de la conversion des graphèmes en phonèmes. Et l'atteinte de cette région chez l'adulte va entraîner une alexie, une perte de la capacité à lire. L'importance de cette région a été montrée par l'IRM fonctionnel. Ici, on voit les zones de haut débit qui sont incriminées dans la lecture au cours de l'IRM fonctionnel. Et on observe donc une hypoactivation très importante de cette région associée à l'hypoactivation des autres réseaux neuronaux impliqués dans la lecture. Ces régions ne fonctionnent pas de façon isolée, ils sont connectés grâce à des faisceaux. Le faisceau arché, il va relier la zone de la forme visuelle des mots aux régions temporopariétales et à l'aire de Broca. Il va relier aussi cette zone à l'aire de Broca de façon directe par le faisceau fronto-occipital inférieur. Selon l'âge de l'enfant, on a un faisceau qui est prédominant par rapport à l'autre. Chez le bon lecteur, c'est le faisceau inférieur qui a un accès direct au sens du mot qui est le plus prédominant. Et on a montré chez les dyslexiques une altération de la connectivité. Il y a des facteurs génétiques qui vont expliquer tout ça, ces troubles fonctionnels, et on a montré, grâce aux études génétiques, que la dyslexie est un trouble polygénique. Il n'y a pas un gène prédominant, mais un déficit cognitif peut être exprimé par plusieurs gènes à la fois, ou plusieurs gènes vont donner différents déficits cognitifs, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple un déficit phonologique et un déficit de l'emploi visuo-attentionnel. Et là, on va avoir une dyslexie. Les gènes, actuellement, c'est vraiment très décrit, très reconnu que les gènes sont exprimés de façon différente selon l'environnement. Donc, ils peuvent être soit un facteur de risque avec l'environnement, soit un facteur de protection. Dès la période prénatale, on décrit des facteurs de risque tels que le tabagisme, le stress maternel pendant la grossesse. Mais après, on va décrire des facteurs de risque postnataux. Certains dépendent des parents, par exemple la transmission passive du patrimoine génétique, la transmission passive des caractéristiques culturelles, par exemple l'importance qu'on accorde pour la lecture, ou l'interaction entre les capacités des parents, leurs gènes, leur environnement, et par exemple c'est le temps qu'ils vont accorder à l'activité de lecture qui peut être différente selon les parents. Il y a aussi l'environnement extra-parental, les conditions socio-économiques de la famille ou l'école. On va avoir par exemple des enseignants qui vont favoriser encore le développement du langage écrit en donnant des textes plus difficiles pour les enfants qui sont bons lecteurs, et ça va favoriser encore le niveau de lecture. Pour une vision plus globale, on a vu que la dyslexie ou tous les TND peuvent s'associer fréquemment. À côté de l'environnement et des gènes, il y a d'autres pathologies telles que l'épilepsie, telles que les troubles du sommeil, les troubles sensoriels, qui vont peut-être aggraver le tableau clinique. Donc, si on se résume, il faut être systématique, il faut être pragmatique devant une plainte. D'abord, on doit confirmer qu'il s'agit bien d'un trouble, confirmer que ce n'est pas une simple variante de la normale. Pour cela, il faut connaître les échelles de développement pour chaque fonction cognitive. Il faut tracer la trajectoire développementale. Ensuite, on doit essayer de classer notre enfant selon le DSM-5. Actuellement, il est possible que l'enfant ait 2 ou même 3 diagnostics. L'essentiel que les symptômes ne sont pas expliqués à la fois par 2 diagnostics.
On va utiliser des tests standardisés qui existent en Tunisie, dès qu'on peut le faire. On va faire un diagnostic fonctionnel grâce au bilan orthophonique, par exemple au bilan ergothérapie, pour voir les forces et les faiblesses de chaque enfant, pour mettre la prise en charge. Et on va faire un diagnostic étiologique si on peut le faire parfois. Cette démarche de la connaissance des bases biologiques et cliniques des troubles spécifiques des apprentissages permet aux cliniciens d'orienter le bilan. Le bilan va orienter la prise en charge. Elle nous permet aussi de comprendre pourquoi cet enfant ait plusieurs troubles à la fois. Et souvent, on a besoin d'un bilan exhaustif pour améliorer donc cette prise en charge. Et je vous remercie pour votre attention.